Tu écoutes le podcast Élever la physio avec François Grégoire. Suis-moi alors que j'explore et discute de tout ce qui concerne le marché de la physio et de la santé physique sous un autre angle au-delà de la pratique. On va parler de l'état de la profession dans le marché de la santé physique en abordant plusieurs sujets, allant de la gestion à la psychologie en passant par les aspects sociaux entourant ou impactant la physiothérapie au Québec et ailleurs. Discutons et analysons notre marché, apprenons et trouvons des solutions pour qu'ensemble, on puisse élever la physio. Salut, c'est François, bienvenue à Élever la physio. Aujourd'hui, je discute avec Yvan Poulain, qui est un gars qui a beaucoup d'expérience dans la croissance d'entreprise. Ensemble, on parle des opérations dans une entreprise. Évidemment, on parle de n'importe quelle entreprise. On frôle un petit peu le marché de la santé en général et de la santé physique. Donc, c'est quoi les opérations? Bien, c'est comment est-ce qu'on organise notre entreprise pour être efficace, autant pour nos patients, nos clients, que les gens qui y travaillent, rendre ça le plus fun et le plus facile possible. Un épisode super intéressant. Bonne écoute! Salut tout le monde, c'est François. Je suis au Oregon, qui est une de mes places préférées pour boire et manger. Puis je suis vraiment content d'être assis ici ce soir avec Yvan Poulain. C'est quoi le contexte dans lequel on a discuté pour se rencontrer, pour avoir cette discussion-là sur les opérations, en tout cas, entre autres, là, ce soir, Yvan, j'avais fait un appel à tous, à mes contacts. Ouais, sur LinkedIn, je pensais. Exactement. Puis, ouais. je pense que c'était peut-être pas la meilleure place. Pour rencontrer un gars d'affaires. Oui, exactement. Puis, tu sais, dans le fond, mon objectif, c'est de dire, OK, je veux rencontrer des gens qui ont une expertise dans un domaine de gestion particulier, puis comment est-ce qu'on peut faire le parallèle avec le domaine de la physio ou de la santé physique, tu sais. Fait que on est au Oregon, qui est mon deuxième bureau, qui est à côté de notre succursale à Sainte-Rose. Puis, dans le fond... À distance de marche de chez moi aussi, donc je viens assez fréquemment, moi aussi. C'est le fun de pouvoir retourner à pied, surtout. Oui, c'est ça. Quoique là, la température n'est pas terrible, mais ça s'améliore. Oui, exactement. Fait que, Yvan, dans le fond, je te laisse, tu es la meilleure personne pour te présenter. Ben oui. Parle-moi de toi un petit peu, de quoi ton background, d'où tu viens, puis pourquoi t'es sur cette terre. Écoute, j'étais un gars de la Rive-Sud qui a finalement éventuellement migré sur la Rive-Nord après un bon nombre d'années. J'étais un gars qui a toujours dans sa vie, même quand j'étais très jeune, le trippé techno puis business. J'ai toujours aimé les deux. J'ai décidé au début de l'université, je vais étudier en techno, je vais étudier en informatique. Puis, avec le temps, finalement, je pense que la partie business... Fait que tu es un ingénieur informatique à la base? Non, j'ai étudié en informatique, mais... Informatique, OK. Ouais, informatique. Puis éventuellement, j'ai... C'est large, en tabarnouche, ça. Ouais, mais là, écoute, j'approche 50 ans, right? Fait que l'informatique, au début, c'était vraiment orienté le codage, orienté le développement. Okay. Aujourd'hui, tu as beaucoup plus d'orientation business, technologie d'affaires, qui était un peu moins populaire dans le temps au niveau des programmes. Fait que moi, j'ai vraiment fait ce domaine-là, mais mon cœur a toujours été côté. Tu sais, j'aime les affaires. Fait que j'ai toujours travaillé en informatique, mais dans le domaine de la business. Beaucoup dans la fabrication. Tu sais, dans des usines, de l'informatique qui va supporter des process, qui va supporter des opérations. Puis c'est vraiment tout ce qui est vraiment dans le domaine du tangible. Fait que j'ai toujours vraiment trippé. Mon père, c'est quelqu'un qui a travaillé dans la fabrication toute sa vie. Fabriquer des choses tangibles, c'est toujours quelque chose qui m'a interpellé, puis que j'ai aimé. Puis éventuellement, dans le temps, j'ai dit, sais-tu quoi, je pense que je vais quand même continuer ma maîtrise en administration pour vraiment être capable d'enrober ça puis voir comment je prends l'informatique pour être capable de supporter les opérations puis, tu sais, faire grandir les business. Parce qu'en fait, c'est ça que j'aime. C'est vraiment les business qui veulent croître. Donc, tu sais, tu as un bon domaine, tu t'es rendu à un certain niveau, mais là, tu es un entrepreneur, tu dis, hey, j'ai besoin de quelqu'un qui va être capable de m'aider. Comment je vais scale up, qu'on appelle? Tu sais, comment je suis capable de multiplier ça, d'augmenter mes parts de marché, de m'assurer que le produit que j'ai, là, qui est quelque chose de fantastique, je vais être capable de déployer, finalement, écoute, à travers la terre, si c'est possible. Tu sais, vraiment. Fait que c'est vraiment ça qui est mon créneau, puis dans le domaine où j'ai plus de plaisir, puis je m'amuse le plus. C'est vraiment être capable de rester agile, puis mettre des processus en place. Fait que c'est comment tu structures en même temps que tu grandis pour pas que ça devienne... Ça peut pas être tout de suite la méga entreprise parce que sinon tu freines un entrepreneur, tu freines quelqu'un qui essaie de faire grandir le business, mais c'est de l'accompagner, de structurer pour être capable d'arriver à ses orientations puis comment il est capable d'exécuter son plan pour faire grandir sa business. Fait que c'est un peu ça là, qui est la partie opérationnelle que je trouve la plus passionnante. Et pourquoi, avec le temps,
c'est devenu ça un peu ton dada, là, si on veut. Qu'est-ce qui t'a allumé le plus là-dedans? Qu'est-ce qui t'a peut-être turn off un peu dans le reste? Ou, Bien, je pense qu'il m'a aimé plus, c'est vraiment mon premier job après d'être sorti de l'université. J'ai joint à une entreprise qui fabriquait des contenants de plastique, là, tout ce qui est contenant de plastique alimentaire, des cloches à gâteau, des contenants à muffins, des contenants à croissants. Puis c'est une entreprise que j'ai été super chanceux. Belle croissance, là, débile. Tu sais, comme à chaque fois, tu es toujours en train de courir après comment je vais être capable de supporter les nouveaux clients, comment je vais être capable. Puis vraiment, cette dynamique-là, puis ça te donne un rush. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Moi, ça me donne de l'adrénaline. Je triple. Je trouve ça vraiment le fun. Puis je suis tombé là-dedans comme vraiment au début. Puis j'ai recherché ça continuellement. Tu sais, c'est un business qui m'a aussi permis de me développer. Ils ont fait des acquisitions, ils ont pas de s'agrandir, puis ils m'ont donné plein d'opportunités. Puis, tu sais, là-dedans, j'ai aussi grandi, puis j'ai trouvé ça le fun. Puis c'est quelque chose que j'ai cherché à répliquer. Tu sais, dans les autres jobs, je cherchais ça. Je cherchais quelqu'un une entreprise qui voulait grandir, qui voulait de la croissance. Quelque chose de cruise control, c'est pas pour moi. Tu sais, regarde, je suis un gars dynamique, je suis un gars qui a bien du gaz. Si ça sur le cruise, ça marche pas. J'ai besoin de quelque chose qui va me challenger, puis que je vais être capable d'aider à développer. Parce que c'est ça aussi, tu sais, c'est le besoin de vouloir aider l'entreprise à se développer et à grandir. Il y a quelque chose là-dedans qui m'allume. C'est que là, c'est un côté entrepreneurial dans ta personnalité, là, c'est ça. De création, de trouver des solutions. Ouais. J'ai jamais eu le goût de partir à zéro parce que je pense que le bout entre zéro puis, mettons, 10 millions, là, si je prends... c'est un bout que je pense que je trouverais vraiment difficile. Ben c'est un peu ça, là, tu sais, tantôt, off the record, avant qu'on embarque sur la conversation enregistrée. Tu me parlais des entreprises qui ont une certaine maturité et qui sont pas nécessairement des entreprises, c'est pas des blue chips nécessairement. Non, c'est ça. Mais c'est pas une start-up. Fait que dans le fond, tu te situes un peu entre les deux. Entre la fin du start-up puis, tu sais, la partie qu'on veut vraiment décoller. On a trouvé notre identité, on a trouvé, mettons, notre produit, notre service, puis c'est comment on est capable d'accéder. Exactement. Et quand est-ce qu'une start-up, c'est plus une start-up? Difficile à dire. Tu vois des entreprises, des fois, dans des trucs de start-up, tu dis, hey, ça fait 15 ans que ça existe, cette ouais. Fait que c'est pas une question de temps, non, une question dont on fait pas d'argent ou comment? Écoute, ça non plus, moi, je crois pas à ça. J'ai jamais cru à ce modèle-là. Tu sais, même si j'avais étudié dans le tech puis je regardais ça, puis tu sais, pour moi, c'est le côté business de ma tête qui a jamais cru à ça. Des entreprises qui font juste brûler de l'argent. Tu sais, du direct-to-consumer qui dépensait pour acquérir des clients, puis finalement, avait jamais de modèle viable. Tu sais, je crois pas à ça. Pour moi, c'est la croissance à tout prix. C'est pas quelque chose que je... C'est pas ce que tout le monde fait. Non. Non? Non. Tu sais, dans les SaaS... C'est ça que je te dis, tout ce modèle-là, mais je pense que l'on est arrivé à la fin de ça. C'est un cycle qui a existé, c'est un cycle où l'argent coûtait rien, puis les entrepreneurs ou les private equity mettaient énormément d'argent pour être capable de supporter. La valeur potentielle de l'entreprise te permettait de continuer à rouler puis de scaler, mais... Mais il n'y avait jamais de... Tu voyais jamais le moment où ça devenait profitable. Il n'y avait jamais de façon de le tourner. C'était juste acquérir des clients sans être capable de virer le modèle. Là. Fait que tu te poses la question à ce moment-là sur est-ce que, dans le fond, ton modèle d'affaires, c'est un modèle d'entreprise qui fait du sens, carrément. C'est dans un domaine où il y a vraiment de l'argent, où il y a vraiment des clients qui sont prêts à payer pour ça. C'est ça. Tant que tu le donnes gratuitement ou à un coût qui est moins que le vrai coût d'offrir le service. Tu prends l'exemple de Uber de ce monde, où au début, ça coûtait rien. Mais là, on est sorti de la COVID, puis là, il y a des vrais coûts engendrés. Puis écoute, je fais venir une pizza, puis ça me coûte 3 fois le prix. OK, c'est parce que les gens, à un moment donné, il faut qu'ils réalisent que c'est ça que ça prend pour être capable d'avoir un salaire décent pour les gens qui te livrent ton service. Mais c'est le vrai coût. C'est le coût qui est plus financé par des gens qui mettaient de l'argent en espérant qu'un jour, l'entreprise trouve une moyen de faire de l'argent. Ou juste ta croissance de capitalisation puis être capable d'emprunter davantage. Ça n'a pas d'allure. Là, tu creuses ta dette, mais c'est ça. En fait, probablement que l'augmentation des taux d'intérêt a eu cet impact-là dans les dernières années. Oui, ça ralentit effectivement les ardeurs. Oui, tout à fait. Fait que c'est quoi les opérations? Ça veut dire quoi, ça, un COO dans une entreprise, un Chief Operation Officer des opérations? Ça dépend de l'entreprise, je te dirais. Dans une entreprise où ce que tu travailles avec un entrepreneur qui est en développement de business, souvent ce que tu vas, c'est que tu vas être son complément. Tu vas être ce que lui, il trippe pas puis ce que lui, il aime pas. Tu sais, je prends l'exemple de mon entreprise aujourd'hui dans laquelle je travaille, qui s'appelle Earth Rated. On fait des produits d'entretien d'animaux, spécialisés pour les chiens. Donc, soit des sacs ramassés, les besoins des chiens, ou des lingettes pour les pattes, les yeux, les oreilles. On fait des jouets pour les chiens. Mais l'entrepreneur que je supporte ou avec lequel je travaille, c'est un gars qui est passionné d'innovation. Il développe, il veut développer des nouveaux produits, il a la tête à ça, il pense toujours à ça. Gérer dans le jour à jour, gérer les finances, gérer les ressources humaines,
c'est pas ça qui le fait triper. Ben moi, je suis son complément dans ce côté-là. Tu sais, vraiment, je vais être capable de le libérer pour que sa créativité et sa gestion de l'équipe d'innovation, il va être capable, il y a du bien plus de fun, puis il est capable de faire développer l'entreprise, puis c'est là qu'il apporte la valeur. Puis moi, ma valeur que j'apporte, ben, c'est d'être capable de le complémenter dans d'autres. Si tu vas te retrouver dans ton entreprise, un CEO va être carrément d'autres choses. Ça va être quelqu'un qui va purement gérer, mettons, la partie opération ou supply chain. Il y en a dans tous les... Il y en a dépendant vraiment du complément que... Peut-être plus dans une entreprise traditionnelle, une entreprise un peu plus complètement établie dans un marché où il y a peut-être un peu moins de croissance, ou de croissance peut s'associer à l'inflation finalement, ou... au marché qui grandit, tu grandis à la vitesse du marché. C'est ça, exactement. Fait qu'on parle plus d'optimisation à ce moment-là. Oui, exact, c'est ça. D'uniformisation de procédures, versus là, ce que tu dis, c'est tu as un artiste qui a des idées. Comment est-ce qu'on peut les exécuter? Exact. Est-ce que ça fait du sens que ça soit exécuté? C'est quoi le ménage qu'on fait dans... Ça. Je peux-tu le challenger? Parce que ça paraît pas. Des fois, ces gens-là, ils ont des gros égos, c'est difficile, mais ils veulent... Non, mais fondamentalement, ils veulent quand même se faire challenger. Tu sais, ils veulent être capables de dire... OK, tu sais, j'ai le respect pour toi de me challenger par rapport à ça, mais ça se peut quand même, écoute, c'est moi, il prend la décision, moi, je vais tout faire pour être capable d'exécuter le plan, exécuter le projet le mieux possible, mais de l'accompagner là-dedans, puis être capable de s'assurer qu'on va le faire de la façon qui a le plus de sens possible. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est une croissance qui va être faite de façon logique, puis qui va être faite aussi de façon pour, on veut croître on veut croître nos revenus, mais on veut croître notre profitabilité. C'est ça, vraiment quelque chose qui puis va être fait. On veut amener notre vision puis notre mission à l'œuvre. Tout à fait. Puis si on va dans une mauvaise direction, on n'est pas capable d'accomplir ça. Exact. C'est intéressant, ça, parce que je pense que probablement que les gens qui sont en affaires, qui ont des idées comme le gars dont tu parles, veulent être challengés de la bonne façon. Puis des fois, je pense que c'est parce que je me reconnais un petit peu là-dedans. Non, ça fait pas de sens souvent. Là, demain, t'es comme, tu sais, je pensais à ça, puis... l'important, c'est de donner le mérite à la personne. Puis écoute, je pense que c'est un rôle... C'est bien, t'amènes ça. Faut vraiment pas que t'aies un gros ego. Faut que tu sois capable de vivre avec quelqu'un qui risque d'en avoir un plus gros que toi. 2 semaines après, là, tu dis, hey, j'ai pensé à ça, Yvan, puis t'es comme, c'est parce que c'était une bonne idée, là. C'est pas grave, c'est correct. Je l'ai semé, ça a pris du temps, mais finalement, on en est venu. Tu sais, au bout du compte, je le fais pour le bien de la business. Tu sais, je le fais pas pour... j'en tire pas un plaisir personnel d'avoir eu raison ou pas avoir eu raison. Je pense que je vais avoir vraiment plus de fun si on est capable d'avoir une discussion productive qu'au bout du compte va arriver avec la meilleure idée, right? Qui va être un mélange de nos 2 idées ou des idées de d'autres personnes. Fait que ça, c'est, j'imagine, un peu plus ton côté cartésien. 100%. Ça fait du sens. Je suis très, très grandé. Puis c'est ça. Tu sais, comme je te dis, ça fait partie du partnership. Si tu travailles avec un CEO qui est... Toi, t'es groundé, puis lui, il est groundé, bien, peut-être que c'est pas la bonne chose pour faire activer la 100%. business. Lui, c'est un gars qui vole. Moi, j'y attache les jambes de temps en temps, puis j'y ramène, mais je donne du lousse, tu sais, puis c'est comme ça qu'on... Puis l'inverse, c'est la même chose 100%. aussi. Là. Plein d'artistes ensemble là, qui pensent, mais qui exécutent jamais rien. C'est ça. Ça devient un rêve. C'est un rêve qui a pas de... Ah oui, bien, c'est exactement ça. Puis, tu sais, c'est ça le plus difficile tout le temps. Avoir des idées, là, il y a plein de monde qui en ont. Hein. Le plus difficile, c'est toujours de les exécuter. Puis d'accepter souvent qu'il y a du travail qui va... Tu sais, tu vas partir du point A, puis pour te rendre au point B, c'est possible que t'aies pas de récompense. Ça se peut que ton chemin prenne 6 mois avant de dire, OK, là, on voit le fruit de ce qu'on a planté. Puis c'est ça le plus difficile chez bien des gens, puis surtout en 2024 encore plus, de dire, hey, il faut que je mette de l'effort pendant assez longtemps sur une base régulière pour arriver à un objectif que j'ai atteint puis qui me donne une récompense finalement qui peut être la réussite de ma mission d'entreprise, ou ça peut être juste d'être rentable pour une business, ou d'être capable d'engager, ou d'être capable de payer du monde, tu sais. Puis tu sais, aussi, des fois, c'est que pendant un certain temps, dans certaines entreprises, tu surfes sur une vague. Tu sais, comme on a parlé un peu encore hors de... Tu sais, le marché grandit, tu es dans un marché, tu es chanceux ou pas chanceux, tu t'es rendu là, puis tu sais, tu as suivi le marché qui a continué à grandir. Mais peut-être qu'en fait, tu grandis 30 par année, mais peut-être que tu fais pas si bien que ça si le marché grossit 300 par année, right? Fait que c'est capable de dire, hey, tu sais, c'est d'avoir ces conversations-là avec ton CEO, de dire, sais-tu quoi? À un moment donné, la vague elle va arrêter, mais je vais pas être pris sur la plage. Fait que comment on va stimuler ça? Fait que, tu sais, c'est tout... On a passé quand même à travers un plan stratégique. C'est comment on regarde, qu'est-ce que ça va avoir l'air? Les plans de 5 ans, ça n'existe plus. Il n'y a plus d'entreprise qui fait ça aujourd'hui. Mais quand tu es rendu à 3, c'est bon. Tu sais, quand tu es capable d'avoir quand même une vision, de dire, voici à peu près où ce que je vais être rendu dans 3 ans, puis qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour être rendu à notre but dans 3 ans, c'est bon. Les entreprises aujourd'hui qui peuvent faire ça, puis qui sont assez solides pour se tenir à leur plan,
c'est des entreprises, je pense, qui vont être capables de soutenir la croissance dans le temps. Puis on a fait ça, puis ça a été des changements. Maintenant, on a un vrai plan stratégique, puis on va développer, voici les clients qu'on doit aller attaquer, les canaux qu'on doit attaquer, comment on va innover. T'sais, comment on va continuer d'innover pour continuer d'être la saveur du mois dans le futur, pas être juste celle qui était là dans le passé. Fait que tout ça devient... ça fait partie de ce qu'on appelle un flywheel. C'est comment tu fais quelque chose qui continue à propulser, puis à bouger, puis à tourner tout ça. Tu pousses une grosse roche, mais à un moment donné, la roche, elle a un momentum, puis le momentum, elle devient... Il faut que tu le maintiennes. Ouais. Ça, là, souvent, c'est pas évident parce que mais non, je l'ai toujours fait, ça a marché pendant 5 ans, moi, mais ça veut pas dire que ça a marché dans les 5 prochaines. Bien, c'est un gros risque en affaires, ça. Oui, la phrase la plus risquée ou la pire phrase à dire, là, on a toujours fait ça comme ça. Tu sais, tu parlais de... Parce que moi, la première image qui m'est venue en tête quand tu parlais de « Hey, on a de la croissance 30 mais le marché a de la croissance 300 », ça m'a fait penser aux masques pendant la COVID. Ouais. Fait que si ça a donné que tu fabriquais des masques, mettons, au Québec pendant la COVID, tu as certainement eu une grosse croissance. Tu ne dois pas en vendre autant aujourd'hui, là. Non. Écoute, j'ai un super bon exemple. On fait des lingettes pour les animaux. Notre fabricant faisait aussi des lingettes pendant la COVID pour tout ce qui était nettoyé. Évidemment, nettoyer les surfaces. Ouais. Écoute, eux autres, ils ont fait du 400-500 de croissance, mais après la COVID, ils ont droppé de 400-500 Fait que tu imagines, tu es un fabricant, puis tu vas t'équiper en disant « Hey, ça va être continuel, là, cette business-là. Ah ». C'est pas la machinerie qui se paye sur 2 ans. Non, c'est des millions et des millions, là. C'est pas des petits équipements, là. Donc, tu sais, c'est des questions que à l'interne, tu dois être capable d'avoir, puis être capable de dire « Hey, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? » Tu sais, qu'est-ce qui est artificiel par artificiel dans un marché, puis être capable de... Des modes ou des choses qui sont provoquées par l'état de la situation, de la société. Mais des fois, quand t'es dedans, c'est pas évident à savoir. T'es-tu dans une vague ou bien c'est vrai? C'est quelque chose qui va se soutenir, là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent avec autant de certitude. Sinon, ça prend une bonne compréhension du marché pour être capable de voir au-delà de... Parce que quand tu parles d'un plan de 3 ans, tu sais, quand tu arrives à la fin de ton plan de 3 ans, à quel pourcentage est-ce qui est encore valide avec la vitesse à laquelle la société évolue aujourd'hui? Ça doit dépendre des business. Là, ça dépend des business. Écoute, je te dirais, on n'est pas à 100 de ce qu'on était, mais ce qu'on voulait faire, je te dirais, on est peut-être juste un peu en retard, mais c'est les bons moves. Okay. Tu sais, c'est juste qu'on pensait, tu sais, on est entrepreneur, on pense toujours qu'on va arriver plus vite ou ce qu'on pense arriver. En 2 semaines, on va finir, puis ça prend 1 an et demi. C'est ça, mais au moins, ce qu'on a dit qu'on a, où ce qu'on serait, un coup qu'on aurait ces comptes-là ou un coup qu'on aurait ces innovations-là, ben on les s'est rendu à la bonne place. Fait que ça fait partie un peu de... Ça fait partie un peu du chef d'orchestre que ton chef d'opération va être capable de gérer avec toi. Puis pourquoi dans autant une petite entreprise qu'une moyenne entreprise, qu'une grande entreprise, pourquoi c'est important d'encadrer les opérations? Tu sais, je pense que les opérations, c'est l'exécution. Que ce soit un produit ou un service, comme on parlait tantôt, tu peux avoir un rêve, un plan. Si tu n'es pas capable d'exécuter ça, c'est un mirage. Il n'y a rien qui va se passer, puis finalement, tu vas passer... Ton plan peut être super bon, mais si tu n'es pas capable de l'exécuter, tu vas dire ton plan n'était pas bon. Fait que tu sais, je pense que c'est un ensemble. C'est vraiment important de bien entourer ça, parce que si tu n'exécutes pas ton plan, les opérations... L'opération, c'est le nerf de la guerre. T'sais, nous, on l'appelle l'équipe backbone au bureau. T'sais, l'équipe d'opération, c'est le backbone. T'sais, on a des gens qui sont... ils cherchent du revenu, ils nous mettent en marché, mais au bout du compte, on est tous assis après la colonne. Ils vont nous livrer des produits, ils vont s'assurer que les fabricants nous font les produits, qu'on est capable de servir les clients, que les clients sont satisfaits. Fait que la partie opérationnelle va être vraiment ton nerf de la guerre. C'est rarement la plus sexy dans le business. Je te dirais... Puis je ramène beaucoup de choses au sport. Dans ton équipe de hockey, c'est pas le gars qui fait 50 buts. C'est le goaler qui est là à chaque soir puis qui va en arrêter le plus possible. Souvent, il va en passer, mais souvent, ça passe à travers bien des étapes. Mais ton gardien de but, c'est ton équipe d'opération. Il faut qu'il soit là, day in, day out, pour être capable de faire le travail. Fait que pour ça, pour moi, c'est super important d'avoir une bonne équipe d'opération qui va être vraiment solide autour de la business. Parce que c'est comme ça, dans le service, c'est comme ça qu'ils servent tes clients, right? C'est eux autres qui vont s'assurer que tes clients vont être satisfaits dans la façon que tu livres ton service, dans la façon qu'ils vont être traités. C'est la même chose que ce soit un produit ou un service, c'est super important, là. Tu sais, une des choses qu'on voit dans des petites entreprises, soit des petites entreprises, jusqu'à des PME, mais peut-être en bas de ça, là, parce que certainement, tu as besoin d'un certain cadre ou d'un cadre certain pour que ton entreprise puisse grandir. Ouais. C'est souvent le fait que les opérations ou les procédures, c'est dans la tête du propriétaire ou de la propriétaire. Puis, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de concret.
Puis il y a beaucoup de gens qui se sentent mal de dire aux autres quoi faire. Je sais pas s'il y a autant de gens qui se sentent mal de dire aux autres quoi faire que de gens qui aiment pas se faire dire quoi faire. Je pense que la plupart des gens... Vraiment pareil. Ouais, mais je pense que, en tout cas, moi, dans mon expérience, j'ai appris à comprendre que les gens aiment avoir un cadre dans lequel travailler. C'est rassurant pour tout le monde, puis les attentes sont claires. Fait que si on pourrait faire le parallèle avec les ressources humaines, puis toutes les attentes qu'une entreprise peut avoir envers les gens qui y travaillent. Les opérations ont un rôle important à jouer dans le cadre dans lequel ton rôle ou ton poste doit se faire. Si toi, tu as un poste X, Y, Z dans une entreprise, ben il faut que les attentes soient claires envers toi. Ça fait partie des opérations d'avoir ce cadre clair-là, qui est bien défini de c'est quoi les tâches que tu dois faire, qui participent dans le fond à passer de A à Z pour accomplir notre mission. Puis aussi ce qui constitue finalement les attentes qu'on a envers toi dans ton poste. Mais tu sais, tu pourrais être surpris quand même qu'il y a des entreprises qui vont à un gros niveau de revenus, tu sais, je parle de centaines de millions, ont quand même pas quelque chose de autant défini que tu peux croire. C'est sûr que oui, le poste, il va être défini. Les succès, c'est quoi les facteurs de succès de ton poste vont être bien définis. Mais tu sais, c'est pas au point où que chaque procédure est écrite. Honnêtement, là, c'est tellement dynamique à l'entreprise aujourd'hui, puis ça s'adapte tellement que tu vas écrire quelque chose, ça va déjà être désuet, parce que tu dois t'adapter à la réalité de. Ce qui est par contre important dans ce que tu mets, c'est que quand tu es en opération, tu peux pas jouer. Il y a des choses qui sont primordiales. Si tu livres un service ou tu livres un produit à un client, tu peux pas dire « Sais-tu quoi, j'ai pris sa commande, j'ai mis ça à la table, à traiter la semaine prochaine. » Non, parce que le niveau de service dans n'importe quelle entreprise, tu sais, je prends l'exemple d'Amazon. Si tu passes ta commande chez Amazon, tu t'attends à avoir ton produit dans probablement 2 jours, right? Même 2 jours, je trouve ça long. 2 jours, c'est long. Ben, tu vois, c'est rendu long. Mais c'est le même niveau de service. J'ai lu que les camions chez Amazon sortent 8 fois par jour. Pour pouvoir respecter le Prime. Le niveau de service Prime, 8 fois par jour. Fait que pense à ça. Si Amazon, il mettait sa commande, on va traiter demain, ça marche plus comme ça aujourd'hui. Fait que tu sais, il existe quand même un cadre où il y a un niveau de service, puis le niveau de service, c'est vraiment géré opérationnellement. Comment tu es capable de supporter le service que tu as besoin. Puis ça, si tu n'es pas capable de l'automatiser, si c'est juste des humains qui rentrent des données ou qui traitent des commandes bien, tu vas te retrouver avec un bouchon. C'est sûr qu'à un certain moment, tu n'es pas capable de faire grandir ça. Fait que c'est vraiment important. Puis je te dirais, ça, c'est à toute ta entreprise. Tu n'as pas besoin d'une entreprise de 100 personnes pour commencer à penser à l'automatisation. C'est quelque chose que tu fais au début, le plus possible, comment je suis capable de me servir de technologie pour automatiser mes processus. Oui, c'est ça, parce que là, l'automatisation, on parle nécessairement de technologie ou on parle simplement de chemin clair pour passer de A à Z? Je pense que tu as les deux. Je pense que la technologie sans un chemin clair ou un processus, c'est bon rien. Tu peux pas dire hey, je vais acheter un ERP, ça va régler mes problèmes. C'est pas vrai. C'est un outil. C'est ça. Si tu n'as pas la connaissance interne, si tu n'es pas clair dans tes processus de comment tu vas le faire, lui va te le faire plus vite, mais il ne va pas dire qu'il va être mieux fait. C'est ça qui est le défi. Le faire plus vite, mais de 15 façons différentes. C'est ça. Ou plus vite, mais la mauvaise affaire. Ce qui est nécessairement pas, qui est pas vraiment. Peut-être pire, finalement. Qui est peut-être pire, exactement. Tu vas plus vite dans le ditch. Oui, c'est ça. Des fois, on pourrait dire qu'on s'en rend compte plus rapidement. Oui, tout à fait. Mais tu sais, peut-être qu'on pourra revenir sur l'automatisation parce qu'on s'était donné une liste. En fait, tu m'avais donné une liste ambitieuse de sujets à discuter aujourd'hui, puis on va probablement récidiver là, parce que. Ressources humaines. Mettons, allons-y avec ça. En fait, c'est que là, tu me parles de. Parce que j'imagine que là, tu vas sûrement me dire que ça prend un équilibre. Parce que là, tu me dis, hey, tu sais, dans une entreprise, les opérations ne sont pas toujours aussi définies qu'un robot, là, mettons. Puis évidemment, sinon, on déshumanise les gens. Là. Il y a des endroits dans une business où tu as besoin d'avoir l'aspect humain. Peut-être encore plus dans... je sais pas, là, moi, j'ai jamais travaillé... j'ai peu travaillé dans une business de produits, mais peut-être encore plus dans une business de services. Tu sais, mettons, je prends l'autre exemple d'une grosse entreprise en croissance, mais de la croissance d'acquisition. Là, dans le fond, ils ont acheté 10 entreprises dans les 10 dernières années. Puis là, ils se retrouvent avec 10 façons de faire dans tout leur département. Bien là, une fois que tu essaies d'optimiser, les payes sont faites comme ça à telle place, mais sont faites comme ça à telle autre place. Telle personne, je sais pas vraiment qu'est-ce qu'elle fait finalement. Tu sais, elle est où la limite de la liberté versus l'optimisation? Peut-être encore plus dans un contexte où on fusionne 2 entreprises qui ont 2 façons de faire, ou dans une entreprise qui existe depuis longtemps, où on laisse tellement de liberté aux façons de faire que finalement, peut-être 10 ans plus tard, c'est plus une entreprise, c'est comme un amalgame de 3-4 affaires. Exactement.
J'en ai fait plein d'acquisitions. J'ai été acquis, j'ai acquis. Fait que je les ai vus de tous les sens. Je te dirais que l'élément commun qui revient continuellement, c'est la gestion de changement. C'est tellement un défi de gestion de changement parce que tu l'as mentionné au début du podcast, les gens sont dans leurs habitudes. Tu sais, si tu les sors de leurs habitudes, c'est là que ça devient complexe. Mais il faut gérer ça. Parce qu'une entreprise qui fait une acquisition, normalement, tu as anticipé des synergies. Tu as anticipé que, OK, je vais être capable de le faire comme ça, mais au lieu d'être 10 personnes qui vont faire la même chose, je vais automatiser peut-être, ou bien je vais me retrouver avec une qui est capable de faire ces 10 choses-là. Fait que ça, si tu n'es pas capable d'avoir une standardisation de certains processus, façons de faire, tu n'arriveras jamais à générer ces synergies-là. Puis finalement, la somme de ça va vraiment pas être meilleure que d'avoir tous les morceaux individuels. Fait que c'est vraiment, vraiment important pour être capable d'avoir une cohésion dans ta business, que si tu fais des acquisitions, il va falloir à un moment donné que tu aies quelque chose qui va être... Parce que, spécialement un service, imagine si tu offrais un service différent à ta clinique A par rapport à ta clinique B par rapport à ta clinique C. Ça n'a pas d'allure. Je veux pas dire qu'on va être un McDonald's puis que tu veux que l'hamburger soit toujours pareil. C'est sûr que tu veux que tes gens aient le service personnalisé à l'endroit où ils vont. Mais si ton offre de service ou ta qualité de service est tellement différente d'une fois à l'autre, bien, à un moment donné, les reviews même de ton « Hey, voici ce que j'ai vécu quand j'ai dealé avec cette clinique-là », c'est drôle, moi, j'étais allé à celle-là, puis c'est carrément une autre expérience. Ouais. Mais ça, à un moment donné, ça affecte ton image, ton identité, ta mise en marché est comme un peu n'importe quoi. C'est de répondre aux attentes à ce moment-là. Bien, c'est ça. C'est que là, en fait, à un moment donné, tu mets une image publique, tu as une image publique de ton entreprise. Ouais. Et si telle succursale offre pas la même chose que l'image publique, bien là, tu crées un problème dans le cerveau de ton client qui lui se dit, bien, je m'attendais à recevoir... Tu s'en vas dans le restaurant, le steakhouse de luxe, puis tu reçois de la bouffe de fast-food. C'est ça. Ça marche pas. Il y a une dissonance cognitive qui se crée à ce moment-là. Fait que dans le fond, la croissance à tout prix, c'est pas une bonne idée. C'est pas facile. Mais la croissance, elle peut grandir pour juste avoir plus de revenus, pour plaire aux actionnaires. Mais ça dépend, c'est quoi? Est-ce que tu grandis par acquisition? Tu grandis par... Tu sais, il y a plusieurs façons d'avoir ta croissance. Il y a des croissances plus faciles que d'autres. Puis c'est souvent la question que je vais avoir dans ton... Hey, on va grandir ce que je fais. Parfait, comment on fait ça? Est-ce que c'est juste qu'il faut que je pompe plus de produits parce que la demande est déjà là? Ou il faut que je stimule une demande parce que tu penses que tu as le meilleur produit en ville puis il faut juste qu'il y ait juste plus de gens qui le connaissent et qui soient capables de l'acheter? C'est deux réalités différentes. Ou bien je vais croître en rajoutant 1000 clients dans mon portfolio. OK, opérationnellement, c'est pas la même chose. Si je prends le même client, j'y vends 1000 fois plus, ou je dois en ajouter 1000, une autre réalité. Fait que tout ça va peut-être t'amener au même chiffre de croissance, mais avec des réalités puis des chemins très différents. Si on prend ça puis on se dit, OK, dans une business de service, comme par exemple, mettons, là, une clinique de physio, dans un service de santé, ça peut être une clinique dentaire, par exemple, aussi. Là. Donc, quand on offre un service à des clients qui sont aussi des patients, comment est-ce qu'on organise des opérations pour être efficace, puis pour respecter notre mission, puis nos valeurs d'entreprise, puis dealer avec le manque de main-d'œuvre, puis rester authentique de ce qu'on veut offrir à la base, puis pas... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient, peut-être c'est particulier au Québec, là, une entreprise qui grandit va nécessairement voir juste l'argent comme étant quelque chose d'important. Donc, sans donner cette saveur-là à son entreprise, fait que comment est-ce que cette croissance-là peut s'opérer dans un contexte de service individualisé? Bien, je pense que tu as nommé les bonnes choses. Je pense que tu reviens toujours mission, vision, valeur. Si ça, c'est bien ancré, c'est bien connu par l'ensemble de tes équipes, tu peux toujours te rasseoir là-dessus. C'est important que n'importe quoi que tu vas faire, tu peux pas le faire à tout prix parce qu'à un moment donné, tu deviens à aller contre ta mission, ta vision. Puis c'est là que tu crées une dissonance dans tes équipes parce que tu vas te faire challenger. Normalement, tu devrais avoir quelqu'un, n'importe qui dans ta business. Hey, excuse, qu'est-ce qui se passe ici? Parce que là, on est supposé être une entreprise qui livre le meilleur service à nos clients. Puis là, tu es en train de dire qu'il faut couper les coins pour être capable de grandir. Ça devient dissonant. Puis là, dans la réalité de 2024, ça fonctionne pas. Tu vas avoir des gens, tu vas avoir les nouvelles générations d'employés ou de travailleurs vont te dire « Hey, ça marche pas ». Fait que c'est vraiment important que ça ait une cohésion du début jusqu'à la fin.
continuer dans ton ordre d'idée, je pense que ce que tu parles beaucoup répond beaucoup à ce que l'automatisation doit apporter. Quand tu as un problème de ressources, quand tu veux offrir un service qui est égal à tes consommateurs, à tes clients ou à tes patients, je pense que c'est important que du cycle, du début à la fin, tu enlèves la friction le plus possible. Un peu comme le modèle SaaS qui parle tout le temps, c'est éliminer la friction. C'est la même chose dans le service. Tu veux vraiment être capable de... Je mets ça simple pour mon client. Hey, mon client est supposé revenir à telle fréquence de rendez-vous. Comment je vais m'assurer qu'il va continuer de... Si je livre un bon service, normalement, il va vouloir continuer à travailler avec moi, right? Fait que si je livre le bon service, c'est quoi qui est la prochaine friction? Ben, c'est prendre un rendez-vous. Fait que est-ce que je suis capable de m'assurer qu'il va avoir pris son rendez-vous? Normalement, c'est un pour s'assurer que ses traitements vont être faits correctement, qui est vraiment... qui progresse dans le traitement qu'on est capable d'y offrir, puis que le client va être satisfait. Fait que tout ce cycle-là doit être le moins de friction possible pour ton client, ton patient. Fait que je pense que c'est là que si tu as une entreprise de service, tu vas être capable de focusser parce que c'est ça qui va faire qu'il va continuer, qu'il va être satisfait puis qu'il va continuer à utiliser tes services. Fait que comment est-ce qu'on élimine ces frictions-là? Comment est-ce qu'on les trouve d'abord, tu sais? Poser des questions. Oui, hein? Oui, si tu as des clients qui ne reviennent pas, je pense que premièrement, c'est quand ton client a complété un cycle de service, c'est d'être capable d'avoir un son de cloche, un sondage. Tu sais, c'est la question. Est-ce que tu recommanderais mon entreprise ou ma clinique ou mes services ou mon thérapeute à des gens de ton entourage, à ta famille? Le fameux NPS. Exactement, c'est ton score NPS. Si tu as plus de gens qui vont t'encourager que de détracteurs, bien, là, tu es déjà dans une bonne voie. Puis si, après ça, tu poses la question pourquoi les consommateurs ne vont pas continuer ou ton patient ne va pas continuer avec toi, bien, il faut vraiment que tu sois capable de récupérer c'est quoi ce feedback-là, puis que tu sois capable de rapidement adresser les plus gros éléments qui vont faire qu'il va avoir de la friction pour lui de continuer à faire affaire avec tes services. Quand on parle je sais que c'est pas toujours quelque chose qui est beaucoup, beaucoup connu là, dans le domaine du service. En personne. Dans le domaine du service en ligne, clairement, le NPS revient souvent. Là, si tu achètes en ligne, tu vas souvent recevoir un courriel qui va te demander ce genre de questions-là. Mais dans les services en personne, surtout en santé, c'est pas quelque chose qui est très connu, là, le Net Promoter Score. Quand on lit là-dessus, on a tendance à se rendre compte, puis j'aimerais savoir ton opinion là-dessus, que plus la business a une niche claire, plus ça a un impact négatif sur le NPS. Par exemple, le NPS de Starbucks, là, j'ai pas de chiffre, là, je ne vais pas shooter ça de n'importe où, mais le NPS de Starbucks n'est pas très élevé. Parce qu'il y a autant de raving fans que de gens qui détestent payer 10$ pour un café. Fait que tu as des gens qui vont chez Starbucks et qui disent ça n'a pas de sens de payer ce prix-là pour un café. Mais ils continuent d'y aller. Bien, ils continuent pas d'y aller, mais quand tu leur demandes s'ils aiment ça, ils vont donner 2 sur le NPS, tu sais. Ils ont plein de gens qui donnent 10, mais tu sais c'est quoi l'impact de donner un 2 sur le NPS, sur le chiffre total. Donc ça a des impacts. Pour les gens qui nous écoutent, là, normalement, le NPS se calcule là, de 1 à... Attends un petit peu, là. Moi, je vais le prendre dans l'autre sens. Ma mathématique va être meilleure. 9-10, ça fait plus 1. 7-8, ça fait 0. Puis 6 et moins, ça fait moins 1. Puis le milieu, c'est rien. Le milieu, c'est ça. Fait que dans le fond, des gens neutres, ça te donne rien, mais tu as beaucoup plus de chiffres qui vont te donner moins 1 que de chiffres qui vont te donner plus 1 finalement. Donc, une note négative a beaucoup d'impact sur l'NPS. Puis ce que j'avais lu, c'est que le NPS de business comme McDo ou Starbucks sont des business de services puis de produits, là, dans le fond, c'est de la bouffe, mais... Elle répond à une vitesse, donc, qui est le service un peu. Exactement. Ben oui, parce que Starbucks, définitivement, tu servais juste de café, sans l'environnement, tu sais, comme tu as un aura l'entour de ça, là, t'as mais ça a changé, tu sais, je pense que Starbucks, c'est le bon exemple. Puis, on n'ira pas loin là-dedans, mais si tu écoutes beaucoup de podcasts sur pour les changements qu'ils ont fait puis qui ont essayé beaucoup, justement, de croître et d'accélérer. Mais avant, l'expérience, c'était ton barista, il connaissait ton nom, il connaissait ta commande, tu rentrais, hey, salut François, ça va bien, good, je te prépare ta commande, puis on jase pendant que c'est plus ça aujourd'hui. Ben, c'est de la faute des actionnaires, ça. C'est une compagnie... C'est la croissance à tout prix. C'est ça, c'est la croissance à tout prix. Ben, fait que c'est ça, c'est que dans le mais fond... Mais ça, c'est dans l'hyper-entreprise. Je pense qu'il y a de la place entre l'entreprise publique à des milliards de chiffres d'affaires par rapport à la plupart des gens qui vont nous écouter aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a une entreprise entre 0 puis peut-être 100 millions, là, si je te donne par exemple. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a encore de la place là-dedans pour être capable de valider. Puis au niveau du NPS, même si c'est une entreprise de service,
beaucoup aujourd'hui de la communication est quand même faite en ligne. Tu sais, je prends l'exemple, mon dentiste s'est fait en ligne, mon barbier s'est fait en... Fait que tout ça, il y a quand même une façon rapide pour cette entreprise-là de te demander de la rétroaction puis de dire « Hey, t'as-tu aimé le service aujourd'hui? Est-ce que tu recommanderais? Puis sinon, ben qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour l'améliorer? » Fait que je pense que même si c'est du face-à-face puis c'est un service qui est offert vraiment avec du présentiel, je pense qu'il y a quand même une façon de l'avoir sans que tu retiennes le consommateur à la fin et que tu lui dises « Hey, serais-tu capable de me donner un score pendant que tu payes ta facture? » ou tu t'en vas. Fait que je pense qu'il y a quand même... Ben là, c'est là que tu parles d'automatisation puis d'utiliser des outils adéquats. Mais là, jusqu'où on va pour plaire aux clients? Parce que là, c'est vrai que c'est le client qui a raison à tout prix. ben oui, parce que c'est pas de client. Il vote avec son portefeuille. Ben oui, pas de client, pas de travail. Fait que oui, tu sais, est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est une autre affaire. Mais on peut pas être en désaccord tellement longtemps et continuer à avoir un travail, tu sais. Fait que là, c'est ça, et où la limite là-dedans? Jusqu'où est-ce qu'on veut plaire aux clients? À quel point on doit être à l'écoute? C'est vrai qu'on peut vraiment répondre à des besoins ou que les entreprises créent des besoins pour des gens qui cherchent quelque chose? Comment est-ce qu'on... C'est quoi le rôle du client là-dedans, du patient, du client? Je pense que le client il a raison. T'sais, au bout du compte, il vote avec son portefeuille, il va voter s'il continue d'utiliser ton service. Mais tu sais, la question ou ce que moi j'irais là-dedans, c'est quoi en tant que, mettons, entrepreneur, chef d'entreprise, comment tu parles à ta clientèle? Tu sais, dans les produits, souvent, on va avoir une façon qu'on va discuter avec nos clients, on va expliquer les produits, on va parler de ça. Dans le service, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est aussi populaire, puis je parle vraiment d'expérience en tant que consommateur. Si toi, en tant que t'es chef d'entreprise, tu avais vraiment une façon de parler à tes consommateurs, parler à tes clients, tu sais, t'as-tu un média social? T'as-tu une façon où tu es capable de dire « Hey, mes patients ou mes consommateurs, j'ai entendu, puis voici le roadmap de ce que je fais. » Bien, sais-tu quoi? Juste de leur dire que tu les as entendus, même si tu vas pas régler leurs problèmes demain, c'est peut-être même dans 12 mois, dans 18 mois, c'est méchant progrès. Parce que eux, là, ce qui les écœure le plus, c'est qu'ils savent pas si tu les as entendus. Eux autres, ils veulent savoir que tu les as entendus. Fait que ça, si tu es capable d'avoir cette conversation-là, online, offline, être capable de leur dire « Hey, on vous a entendu, par exemple, on pourrait faire ça pour améliorer la qualité du service ou la qualité de comment on vous facture ou la qualité de rendre ça plus simple. On vous a entendu. Malheureusement, notre système n'est pas encore là, mais on travaille avec notre développeur, puis ça va, tu sais, on a un roadmap, dans 12 mois, on va déployer. Merci du feedback, on comprend, puis on va être capable, on va s'améliorer. » Honnêtement, juste d'avoir cette vulnérabilité-là avec ton consommateur, puis d'expliquer que tu es à l'écoute, tu gagnes des points. C'est du marketing 4.0, là. C'est le fait que les entreprises doivent être organiques, doivent être un ensemble d'humains, puis pas juste une boîte avec des coins carrés qu'on peut pas trop définir. C'est sûr que oui, puis tu peux pas dire oui à tout, tu as raison, puis ça, c'est un choix d'entrepreneur ou d'entrepreneuriat que tu as à faire à certains moments. Tu dis, OK, je comprends que tous mes consommateurs, ou en tout cas une partie de mes consommateurs voudraient ça, mais si tu te retrouves dans des besoins ultra fragmentés, bien, on devient peut-être dans quasiment le personnalisé dans le service. À un moment donné, il faut que tu regardes si c'est quelque chose que tu peux répondre ou que tu peux pas répondre. Mais sûrement, tu vas être capable de faire des regroupements, de dire, OK, tous mes consommateurs me parlent de ça, ou bien il y en a 30 qui me parlent de ça. Comment je peux adresser ça? Juste dire, ça s'en vient, tu sais. D'avoir un roadmap, honnêtement, ça pourrait te permettre, je pense, de garder tes patients allumés, de dire, OK, c'est cool, ils nous écoutent, puis regarde, je vais être patient parce que le gars, je vois que ça l'intéresse de répondre à ce que j'ai besoin. Puis moi, en tant que consommateur, m'attendre puis je vais être capable de le suivre. Oui, puis c'est un peu l'avantage de la technologie puis le défaut de la technologie, dans le sens où quand tu demandes des données, tu peux recevoir énormément de données. C'est ça. Comment il faut que tu les traites, tu sais. Fait que dans le fond, il faut que tu utilises, encore une fois, au moins un peu la technologie pour être capable de ressortir tu sais, sur soit 1000 réponses à un sondage. Comment est-ce que je vais les lire? Ben, je vais prendre 6 mois off, là, tu sais, pour être capable de savoir qu'est-ce que les gens me disent finalement. Ouais. Là, ben, dans le fond, quand on touchera à la techno, on ira. On pourrait y revenir, on parle d'intelligence artificielle. Exact. Parce que la technologie a longtemps eu ce que la technologie a amené, c'est la capacité à stocker beaucoup d'informations. Ouais. Ce que l'intelligence artificielle amène, c'est la capacité de sortir, de traiter puis de sortir un résultat de cette information-là, qui a toujours été, jusqu'à récemment, quelque chose de plus compliqué là, au niveau de la technologie. Tu te retrouves avec dans le cerveau humain, il ne peut pas avoir une table Excel de 600 milliards de noms. Tu peux, ça, sur un ordinateur. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça après, une fois que tu l'as, tu sais? Ouais.
Fait que là, j'imagine que si tu te rends compte qu'il y a un pourcentage significatif de tes consommateurs ou de tes clients ou de tes patients, appelons-le comme on veut, qui réclament quelque chose, ben la question... Comment répondre on priorise, right? Oui, bien, tu sais, je pense qu'on l'a dit tantôt, ce serait un peu de revenir à tes valeurs d'entreprise, ta mission d'entreprise. C'est même ça, c'est servir le client à tout prix ou bien de m'assurer que la vie de mon client va être le plus simple possible ou d'avoir le moins de blocage dans le processus de faire affaire avec moi. Bien, je pense que si tu es vrai par rapport à ça, bien, tu dois prendre action. Tu dois trouver une façon. Ça ne veut pas dire que tu dois toujours immédiatement... C'est pas toujours réaliste de dire « je vais être capable de le régler comme demain ». Mais ça prend un plan. Faut que tu rentres ça dans ton plan stratégique. OK, voici la partie développement qu'on fait pour être capable de supporter ce que les consommateurs ont besoin. Parce qu'au bout du compte, tu veux le faire, mais il faut peut-être ta vision d'entrepreneur puis te dire, écoute, je pense que je le fais parce qu'au bout du compte, oui, ça va contribuer à un revenu, on ne se le cachera pas. Tu ne fais pas ça juste pour rien. Tu le fais parce que tu penses que c'est pas nécessairement à court terme, mais ça peut être à moyen terme. Si la plupart des consommateurs... Aujourd'hui, tu en avais pour ça qui demandent, qu'est-ce qui dit pas que l'année prochaine, ça va être 40, 50, 60 % tu t'as attendu puis tu fais rien. Mais là, tu vas te retrouver avec une plus grosse côte à monter parce que là, ça peut devenir encore plus difficile de garder tes consommateurs. Ouais, tu as une dette une dette quelconque dans ton... Dans le domaine c'est ça. En technologie, on parle d'une dette technologique, mais une dette, ça existe. Ça peut être une dette à RH ou une dette d'opération où tu t'es pas modernisé. Puis là, le coût de te moderniser devient tellement important après X nombre d'années que ça devient même difficile de le faire. L'important, c'est la vitesse. Parce que le plus que tu attends, plus que ça devra probablement être fait rapidement à un certain moment parce que là, tu vas avoir le gun sur la tête et dire « shoot, j'aurais dû le faire il y a 2 ans, mais là... » Pas trop tard, mais là, c'est tard. Ben, ça peut devenir dangereux pour la vie d'une entreprise, carrément, là, rendu à ce point-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers jamais. Écoute, je crois pas. Des fois, tu peux être correct 1 an, 2 ans, mais après ça te rattrape. Non. La société évolue trop vite pour être capable de s'asseoir complètement sur nos lauriers. Tu sais, on a parlé de start-up, là, de petites entreprises en démarrage, de PME, avec un certain nombre d'employés, puis un certain chiffre d'affaires, puis de méga-entreprises, peut-être des fois même cotées en bourse. Ça m'a fait penser à une discussion que j'ai eue avec quelqu'un récemment où on parlait de la flexibilité qu'une entreprise peut avoir. Dans le cas d'une start-up, peut-être un peu, mais dans le cas d'une entreprise, c'est un peu comme les entreprises que tu décris que tu aimes, dans lesquelles tu aimes travailler. Des entreprises qui sont parfois capables de reculer pour avancer. Ou d'investir pour avancer. Ou des fois même de ne pas faire d'argent pendant un certain temps parce que voici le projet dans la direction on met comme des fois nos œufs dans un panier. Là, alors que Starbucks, les actionnaires à la fin de l'année, ils s'attendent à des revenus, ils s'attendent à des profits, ils s'attendent à des dividendes. Puis ça devient peut-être plus difficile dans ce genre d'entreprise-là de sacrifier du temps pour rester... en anglais, on dit relevant, là, rester... au bout du jour! Pour tes clients. La saveur du mois. La saveur du mois, c'est la saveur de l'année et de la décennie. Fait que comment est-ce qu'on peut jongler, comment une entreprise peut jongler là, avec cette réalité-là parce que c'est un risque de se dire, hey, non, nous, on va faire ça comme ça parce qu'on croit que c'est la meilleure chose à faire dans un contexte de croissance éventuelle. Oui. Écoute, c'est le fun. J'aime que tu apportes ce sujet-là parce que, comme je parlais au début, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs qui veulent grandir le business. Mais un entrepreneur, à la base, c'est le gars souvent qui l'a commencé à zéro. Right? Fait que lui, il l'a vu, le zéro à 1, 2, 3, 4, 5, 10. Puis lui, il a fait ce qu'il fallait faire pour que ça fonctionne, right? C'est roulé les manches, il a pivoté quand il avait besoin de pivoter. À un moment donné, quand tu grandis, c'est pas un paquebot, mais c'est quand même, c'est pas un petit canot. Quand t'es 2, c'est pas compliqué. Quand t'es 1200, oups! Même, je te dirais, je pense que le chiffre critique, si je me rappelle bien, c'est passer 50. Quand t'es passé 50 employés, tu peux plus gérer ça comme tu disais tantôt, je peux pas dire à tout le monde quoi faire. Le scène à patate, là. Je peux pas dire à tout le monde quoi faire. Puis à un moment donné, il faut que les décisions soient capables de se prendre. Puis, il faut quand même que mais l'entrepreneur va toujours revenir à son agilité. C'est une personne agile. C'est une personne c'est comme ça qu'il a bâti sa business, c'est avec une certaine agilité. Si tu deviens trop structuré, trop rigide, c'est là que ça clash. Là, tu sais, la mentalité d'entrepreneur, c'est toujours de garder cette agilité-là qui va lui permettre de pivoter. Enfin, je pense que le grandir ou pas, il faut que tu sois capable de garder cette agilité-là. Cédric, moi, j'avais comme une bouteille en tête. Là. Je sais pas si toi, tu partages une bouteille. Ouais, qu'est-ce qu'on cherche? Ben,
Vas-y, n'importe quoi. Oui? Oui. N'importe quoi? Oui, n'importe quoi. Ouais. Orange, t'aimes ça, les mélanges? Ah oui. Ben, écoute, ça dépend toujours comment on aime son blanc de macération. On a le marteau Weiss en Allemagne qui peut être vraiment intéressant. C'est un assemblage de vraiment beaucoup de raisins, dont des croisements indigènes du grand-père. C'est un vignoble familier de père en fils. Puis le grand-père, c'est un genre de savant fou qui faisait des croisements de cépage. Donc, il y a des raisins qui ne sont pas nommés, qui sont uniques à leur domaine. Okay. Super beau orange, fraîcheur fruitée, pas trop sur l'amertume, c'est non filtré, mais c'est très été, chaleur. Pas trop sucré? Non, OK, parfait. Moi, ça me convient. Mais après, si on cherche quelque chose de plus gourmand, ça peut être autre chose. Ben, moi, oui, écoute, tu nous le vends, on va le prendre. Frédéric. Merci. Tu sais, tantôt, tu parlais de gestion des attentes. On parlait de gestion d'attente des clients, de répondre, de diminuer la friction. Oui. Puis tu m'avais donné un exemple là, dans les points qu'on a, la gestion de la prise, planifier des séances, planifier des rendez-vous, annuler des séances, annuler des rendez-vous. Puis, tu sais, ça, c'est probablement dans une business de service sur rendez-vous. Donc, Yes. Riesling, Sylvaner et les cépages inconnus. C'est du vin, là. Oui. C'est comme le secret du ketchup Heinz. Les 57 variétés. Exact. Tant que c'est pas du ketchup, on... Non. On est très frais sur les agrumes, fruits de la passion, pêche. Ah oui, il y a beaucoup de choses là-dedans. Ça, c'est bien, ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Ouais. Ça vous plaît? Ben oui. Merveilleux. Je pense que J'ai besoin d'aération, mais c'est vrai. oui, c'est ça. Puis je laisserais même peut-être Absolument. rejoindre la température de la pièce. Je vais nous amener un petit saut à glace que je vais laisser derrière nous sur cas. le buffet. Sinon, on en a besoin, on l'aura. Super. C'est délicieux. Cédric. Avec plaisir. Ouais, c'est ça. C'est que, tu sais, mettons, les gens essentiels dans une entreprise comme une clinique de santé sont nos agentes. Ouais. C'est les gens qui font du service à la clientèle, mais c'est des gens qui finissent par être obligés de gérer beaucoup de situations problématiques. Des gens qui se présentent pas, des gens qui annulent à la dernière minute. La gestion d'horaire, c'est quelque chose de très complexe. Puis j'ai pas l'impression que la technologie a réussi. Évidemment, les gens peuvent booker en ligne. Tu peux booker en ligne à ton barbier, tu peux booker en ligne avec ton... Peut-être pas avec ton dentiste, là. Peut-être parce que les dentistes construisent un horaire de façon différente. Mais tu sais, as-tu des réponses à ces problématiques-là parce que le super de friction, c'est sûr que d'être obligé d'appeler, d'être obligé de... Là, des fois, t'as du back and forth, là. T'appelles, tu fais ce message. Pas la boîte vocale, exactement. Écoute, moi, Puis... je te dirais, la première étape, ça règle pas tout, mais pour un service, puis regarde, voilà de deux façons. T'as des gens, t'as 1, 2, 3 ressources par clinique, par exemple. Je prends l'exemple de dentiste que j'étais. Écoute, je pense qu'il y avait 3 ressources qui s'occupaient de la gestion de rendez-vous. Je veux dire, c'est fou. Ben, souvent, les dentistes font assez d'argent qu'ils ont une secrétaire ou une agente par Je suis d'accord dentiste. avec toi, mais je le prends pas de cet angle-là. Moi, je vais le prendre de l'angle de la personne qui fait ça. Elle a un cerveau, elle a des capacités qui sont autrement plus élevées que de prendre des commandes. Ou bien de rentrer une... En fait, c'est ça. Parce qu'en fait, je pense que... je veux pas te couper, Yvan, mais tu sais, mettons, si on divise en 2 grandes catégories les tâches de ces gens-là qui sont à la réception, la personne qui est upfront, qui parle à tous nos clients puis nos patients en premier, il y a un côté qui est administratif, un peu comme ce qu'on décrit, la prise de Prise de rendez-vous puis facturation. le côté qui est le plus important, qui est le service à la clientèle, et qui est ça qui peut faire la différence dans une entreprise, mais que parfois, les gens qui travaillent à la réception ont moins de temps à faire, compte tenu qu'ils sont en train de gérer la partie administrative. Exactement. Fait que comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Écoute, premièrement, puis je connais pas ton processus 100%, mais si je le regarde là, de l'extérieur, on parle pas de moi exactement. Non, mais ton processus, le processus que tu me décris dans ton exemple. Deux choses. Si je suis capable de réduire la charge administrative sur mes ressources, puis je peux donner en même temps le pouvoir à mon patient, à mon consommateur de prendre le rendez-vous quand il veut, je le fais.
pour moi, c'est une équation qui a du sens. Parce que les gens vont être capables d'avoir contrôle sur leur horaire. Comme tu dis, des fois, écoute, je travaille de 8 à 5, puis maintenant, les gens qui offrent des services n'ont pas nécessairement les mêmes horaires que moi. Déjà, c'est une façon plus difficile d'être capable de rendez-vous. Si je suis capable de voir mon horaire, de regarder exactement, OK, c'est bon, il y a un moment libre là, je pense que je peux bouger quelque chose dans mon horaire pour être capable de l'accommoder, puis de faire ça moi-même. Écoute, moi, en tant que patient, j'ai l'idée que je suis capable de moi-même répondre aux besoins que j'ai. Je suis content. Toi, en tant qu'entrepreneur, être une ressource qui va passer moins de temps à gérer des rendez-vous. Puis la personne qui, elle, fait la job, bien, que tu as raison, elle va peut-être pouvoir avoir une meilleure qualité de réponse, de service, au lieu que quand tu arrives, que tu as l'impression qu'elle est au téléphone, puis qu'en même temps qu'elle est en train de facturer, puis en même temps qu'elle gère 3-4 urgences. Ça règle 100% des problèmes, mais je pense que tu as raison, c'est non. Si tu as des patients qui sont pas disciplinés, qui ne se présentent pas, qui annulent pas leur rendez-vous, tu libères pas l'horaire. Mais ça, c'est la vraie réalité aussi que s'ils appellent pas pour te le dire, right? Fait que ce que tu as fait là-dedans, c'est que tu as quand même donné un pouvoir. Tu remettais un texto qui revient un reminder 24 heures avant. Hey, oublie pas, demain, tu as un rendez-vous avec ton fournisseur de service à 6h15. Est-ce que tu es toujours en ligne? Il répond oui ou non. Tu as quand même donné une dernière chance d'être capable de dire « Oh shit, c'est vrai, j'ai un reminder. Hey shit, je peux plus y aller. Je vais l'avertir. » Fait qu'au moins, tu as libéré l'espace pour la personne qui va pas se retrouver à pas être capable de livrer le service, de facturer puis qui va se tourner les pouces pendant 45 minutes, 50 minutes, 60 minutes. Je pense que donner cette opportunité-là, tu réduis la friction puis tu donnes à ton patient la possibilité d'avoir un meilleur contrôle là-dessus. Moi, je vois juste du gagnant. Je vois juste du positif par rapport à ça. Parce que, tu sais, d'être obligé de... Je pense que les situations dans lesquelles il y a... tu sais, je veux dire, avoir un professionnel qui s'attend à avoir quelqu'un, puis que la personne ne se présente pas, premièrement, on n'aura probablement pas de succès dans ce qu'on fait. Des fois, parfois, souvent, le patient va dire que ça marche pas. Non, mais là, dans le fond, c'est que tu n'as pas l'air d'être impliqué dans ton traitement. Mais ça, le téléphone ou la prise de rendez-vous en ligne ne change rien à ça. Hein? Non, mais je vais juste expliquer un petit peu de où est-ce qu'on part, dans le sens où il n'y a personne qui a le goût de dealer avec des absences ou des annulations. Puis ce que les entreprises font, puis je peux comprendre que c'est ça le réflexe, parce que les entreprises, parfois, n'ont pas le choix là, de mettre une conséquence. Oui, je sais. C'est plate en maudit d'être obligé de gérer des humains comme si c'était des enfants. Fait que les fameux frais d'absence, de dire, il y a des frais d'absence, tu ne te présentes pas, il faut que tu annules. Puis là, dans le fond, je le sais que les agences, s'ils sont obligés de parler de ça, ils sont pas à l'aise, parce qu'il y a des gens qui pètent des coches, qui crient. Là, c'est souvent le 1% de gens qui n'ont pas beaucoup de respect envers le rendez-vous, ben c'est souvent le même pourcent de gens qui n'ont pas beaucoup de respect de cours dans la vie. Puis ces gens-là, ben quand ils pètent des coches à mon agente en avant, elle aime pas ça. Elle est débinée. Des fois, il faut qu'on les ramasse, ces personnes-là, à petite pelle, à petite cuillère, parce qu'ils sont... là, on est obligé de devenir intolérant envers des fois des gens qui crient après... Parce que, dans le fond, tu avais juste à te présenter à ta séance. Il n'y en aurait pas eu de problème, tu sais. Fait que, comment est-ce qu'on trouve des solutions pour cette gestion d'humains-là, qui sont nos clients? On veut pas leur dire non, on veut pas leur dire de pas revenir parce qu'ils respectent pas leur... Comment est-ce que l'automatisation et les opérations pourraient venir aider? Je pense pas que l'automatisation va régler ça. Si je prends l'exemple de moi en tant que, mettons, patient ou moi en tant que consommateur de service, pourquoi je ferais pas ça? Bien, la personne qui me donne des services est souvent là, bookée là, comme mur à mur. Tu sais, c'est pas comme si quand je regarde son horaire, tout est libre. Parce que souvent, c'est quelqu'un que moi, je valide qui est bon dans ce qu'il me donne comme service, puis quelqu'un qui est en demande. Puis quand j'ai une place horaire, puis moi, j'ai un problème que je veux régler. Fait que, c'est ça que moi, je vais parler en tant que moi, comment je suis comme personne. T'es peut-être pas le 1% de gens mais que je parle. c'est correct, mais attends, on va y arriver à ça. On va y arriver. Tu parles de valeur, il faut donner de la valeur au service donné. C'est ça, c'est là que je vais. C'est que si cette personne-là répond à ça, mais je peux pas le manquer, mon rendez-vous, right? Ou je peux pas être... careless. Exactement, envers la personne qui m'offre le service. Parce que, la prochaine fois que je vais y retourner, ils vont dire « Hey, Yvan, tu sais, la dernière fois, cette heure-là, j'ai pas été rémunéré, puis j'ai attendu que mon prochain client arrive une heure après. » Moi, honnêtement, parce que je comprends comment ça fonctionne, je trouve pas ça vraiment fair envers cette personne-là. Maintenant, pour répondre à notre question, si tu as 1% des gens
de toute façon pas des bonnes personnes, je retourne à ta mission, vision, valeur, c'est peut-être pas des patients que tu veux, puis c'est peut-être pas si plate que ça que tu le perds, ce client-là. Si tu me dis, hey, écoute, j'ai 30 de mes clients, 40 de mes clients, c'est comme ça, ben, je me poserai des questions sur la valeur, du service que tu offres à ton client. Parce que je crois pas que l'automatisation va régler ça. Non. Ben, tu sais, parce que sinon, je veux dire, peu importe ce qu'on fait dans ce cas-là, dans le fond, on est mieux de pas. On serait mieux de pas avoir de frais d'absence, on serait mieux de fermer un dossier. C'est ça, c'est comme la carotte puis le bâton, tu sais. Moi, je pense que la carotte est si tu offres le bon service, si tu as quelqu'un qui est en demande, si la qualité des soins qui est remis, la personne en a besoin, ben pour moi, c'est la bonne approche que d'utiliser le bâton puis de dire, ah, tu t'es pas présenté, je vais te donner une pénalité de... Parce que, tu sais, mettons, c'est une particularité des services, tu sais, des gens qui se présentent pas. Ouais. Je veux dire, c'est quoi le taux? Je suis curieux. On parle de... Ben, je sais que le taux de modification de rendez-vous, donc annulation, des no-shows, des absences, des gens qui se présentent pas, annulation de dernière minute, puis modification de rendez-vous, on vise en bas de 10 %. Mais 10 % c'est normal. Mais là, c'est pas 10 % de gens qui se présentent pas. Non, c'est dans 10 % de gens qui, OK, c'est 24 heures ton délai pour changer. Puis là-dedans, t'as des gens qui appellent la veille pour dire qu'ils pourront pas venir, puis ils vont changer. Fait que, ces gens-là, il faudrait qu'ils puissent le changer en ligne. C'est ce que tu es en train de me dire. Oui. Mais là, mettons, tu es une entreprise puis tu es victime des logiciels avec lesquels tu travailles. Comment est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Écoute, on a parlé tantôt d'avoir un roadmap pour nos consommateurs. Ouais. Tu sais, un roadmap pour tes patients. Mais tu dois faire la même chose avec ton livreur de service. La personne qui te le fait, le logiciel ou le logiciel que tu loues, que tu vends, la SaaS, quoi que ce soit, tu peux pas être le seul. Si tu as un logiciel ou un logiciel de service, impossible que tu es le seul qui pose cette question-là. Oui, mais mais c'est parce que des fois, il n'y a pas beaucoup d'options. Non, mais à un moment donné, lui, il y a aussi un roadmap de développement. Oui. À un moment donné, il faut être capable d'avoir cette discussion-là avec lui aussi, puis de parler de... Comme je te dis, si vous êtes 40 entreprises qui utilisaient le même logiciel ou le même fournisseur de service, c'est sûr que vous vivez toute la même réalité. Ah, 100 %. Mais, mettons... à partir de quand une entreprise, puis est-ce que c'est une bonne idée de dire hey, on va le développer à l'interne? T'sais, on va faire ce que nous on a besoin. Ça, c'est pas gratuit, ça. Non. Ça, c'est de maintenir. C'est pas juste de le développer. Le développer va coûter cher, mais c'est de le garder à jour. Ouais. En technologie, ça bouge vite. Quand c'est pas ta job, là, ou sinon t'es rendu assez gros pour avoir comme un fournisseur unique. Ouais. Tu sais, mettons, 250 succursales, un fournisseur unique. J'ai une business qui existe, puis elle me fournit juste moi parce qu'elle vit avec juste moi. Là, ça peut être un département dans ton entreprise, mais ça peut être une business en soi. Mais encore là, c'est pas ton core business. T'sais, ton core business, c'est d'offrir un service. Pourquoi tu vas avoir un système de gestion de logiciel? C'est que là, c'est ça qui arrive. C'est que dans le fond, là, on voulait parler de technologie juste une autre fois, mais on parle de technologie finalement. Puis c'est ça, avoir des conversations de fun. La technologie, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? C'est que ça améliore certaines procédures, ça fait en sorte que ça facilite la vie de plein de gens, mais ça te rend dépendant de quelque chose sur lequel, parfois, tu n'as aucun contrôle. Comment une entreprise deal avec ça? Écoute, je te dirais que ça recommence avec ton choix que tu fais au début. C'est sûr que tes besoins changent dans le temps. Tu me disais, hey, Yvan, c'est le chef que j'ai choisi. Mon entreprise a choisi il y a 5 ans, puis là, 5 ans, des rendez-vous en ligne, c'était pas quelque chose qui était nécessaire. Mais la réalité d'aujourd'hui fait que 50 % de mes consommateurs ou de mes patients seraient capables de faire leur rendez-vous en ligne. Bien, je pense que c'est vraiment d'être capable d'avoir la discussion avec le fournisseur. Puis si le fournisseur dit, hey, sais-tu quoi, c'est pas dans le roadmap, je suis pas intéressé, bien, il faut que tu sois peut-être capable de dire, sais-tu quoi, il va peut-être falloir que je fasse un changement. La plateforme, que je fasse... Mais ça, c'est dans l'optique où il y en a des choix. Quand il n'y a pas de choix. T'es certain qu'il n'y a pas de choix? Bien, il n'y a pas toujours des choix. Il n'y a pas toujours des choix. Écoute, si tu n'as pas de choix, bien là, le choix que tu as, c'est d'avoir une autre plateforme ou dans une autre que tu vas intégrer avec. Ça ne veut pas dire que c'est le même fournisseur qui va t'offrir 100 % de la solution. Peut-être que tes rendez-vous en ligne, tu vas devoir avoir un pont qui va être créé, puis finalement, ce que tu vas devoir maintenir, c'est le pont entre l'interface en ligne de prise de rendez-vous avec ton système interne. Ce qui est quand même une demi-solution que de repartir à zéro puis de développer 100 %. Fait que là, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que c'est pas impossible de te dire je vais rendre la tâche de certaines personnes plus complexes
parce qu'on va dealer avec 2 outils au lieu de 1? Non, je pense que le pont va pas devenir plus complexe. Ben parce qu'on peut pas toujours, tu sais, là, tu parles d'un API finalement avec de la technologie. Non, je parle peut-être d'une interface, mettons, un API entre ton système, mettons, à l'interne aujourd'hui que tu prends un rendez-vous par téléphone, mais qui va avoir une interface en ligne qui va être capable de lire les données et dire non, cette cage horaire-là est vide, ou oui, cette cage horaire-là est disponible, puis elle va l'offrir en ligne. C'est vraiment, au lieu d'avoir un individu qui va le faire, elle va faire l'interface entre les deux. Ce que tu as à gérer dans ce cas-là, c'est l'interface entre les deux. C'est quand même moins de travail que de recommencer à développer ton système à l'interne. Oui, bâtir un système au complet. C'est ça, exactement. OK. Fait que dans le fond, on parle d'un système qui pourrait lire ce qui est disponible. Et écrire, qui va être capable, c'est ça, qui va te faire l'interface entre les deux. Qui est pas, ça va peut-être être 20 du travail au lieu de 100 du travail de recommencer à zéro. Mais t'as quand même un investissement financier notable là, à faire pour que... Mais c'est-tu mieux ça que de perdre tes clients tranquillement pas vite? Ah, c'est sûr. Écoute, c'est 100 Mais c'est ça. Puis en fait, c'est un peu ça, c'est ça que je voulais dire. C'est ça, le fait de devenir victime de la technologie. C'est pendant longtemps, Microsoft Office était les seuls qui offraient Word, Excel, puis Outlook, puis... PowerPoint, puis tu sais, maintenant, ils ont de la compétition, même de la compétition gratuite. Là, Google Docs. C'est ce qu'on utilise, nous. Moi, à un moment donné, on le paye, mais on le paye parce qu'on fait affaire. Parce que mais ça pour dire qu'il y a de la compétition qui finit par améliorer les procédures ou l'outil, finalement, là, qui avait un monopole dans le temps, qui, lui, a peut-être subi les conséquences d'être un monopole trop longtemps. Là, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure. S'asseoir sur nos lauriers, c'est pas toujours une bonne chose. Là. Non, absolument pas. Puis si tu évoluer, c'est ça, si tu n'évolues pas, tu te recules en arrière. C'est 100% ça. Fait que dans le fond, Yvan, dans les trucs qu'on s'était donnés là, à discuter, tu m'as écrit optimisation de l'utilisation des équipements, ressources, espaces. Fait que, tu sais, dans un contexte d'offre de service où, oui, à certains égards, on peut être en virtuel, mais où, comme un dentiste ou un physio, parfois, ou même souvent... T'as une chaise. T'as besoin de voir la personne en personne. Ouais. Pendant la pandémie, là, le virtuel en physio, c'était le nouveau Gold Rush. Là. On pensait que, t'as mal au genou, tu me parles en Zoom, puis là, je t'explique c'est quoi ton problème de genou, puis... comment faire des exercices. T'es autant satisfait, mais non, les gens sont... Je pense pas que les gens sont autant satisfaits. Quand on parle d'attente des patients ou des clients, à ce moment-là, les gens s'attendent à avoir un contact physique, là, un contact en personne. Fait que, tu sais, c'est sûr que si on parle d'optimisation des ressources physiques, l'espace, comment est-ce que les opérations peuvent s'assurer que, tu sais, souvent en physio, ce qu'on entend, c'est quoi tes revenus du pied carré, tu sais? Fait que, comment est-ce qu'on calcule la rentabilité de l'espace, comment est-ce qu'on peut même savoir combien d'espace on a vraiment besoin de plus? Parce que en physio, c'est la deuxième dépense, là, l'espace. Les ressources humaines en premier. Là. Exactement. Les salaires, puis ensuite le local, la plupart du temps, l'espace physique, en location ou en hypothèque, là, peu importe. Donc, comment est-ce qu'on gère cet espace-là pour être optimal, pour pas gaspiller de l'argent, gaspiller de l'espace? À quel point est-ce que les opérations sont clés dans ce domaine-là? Si je prends l'exemple, moi, je suis vraiment opération, fabrication. Je vais dire, ta machine, elle ne doit jamais arrêter. Fait que, elle roule 24 heures, 7 jours par semaine, puis t'arrêtes pour faire du nettoyage. Dans les services... J'ai vu, mais parallèle à ça, là, je suis un truc d'intelligence artificielle sur de y mettre des nouvelles. Là, j'ai vu Xiaomi, une compagnie chinoise qui fabrique des téléphones, qui viennent d'ouvrir leur première usine complètement automatique, sans humain, qui roule 24 heures sur 24. Ils produisent un cellulaire par seconde. Wow! C'est du output. C'est du output. Pas d'humain. Pas d'humain. Il y a quelque chose... Mais tu sais, pense-y comme là, tu as un local. Ton local... Tu sais, je prends l'exemple, on est dans un restaurant. Aujourd'hui, un restaurant, c'est ouvert combien d'heures? Tu sais, comme commandeur, dans la possibilité des heures dans une semaine, c'est pas beaucoup. Il y en a qui sont ouverts juste vendredi samedi. Ouais, c'est débile, hein? Là, tu payes ton local 30 jours, 31 jours par année. Exactement, pour 24 heures. Fait que, tu sais, comme... Moi, j'ai travaillé beaucoup dans la fabrication. Nous, c'est comment je peux opérer ma machine. Si je pouvais l'opérer 24 heures sans arrêt, je le ferais. C'est vraiment le petit... C'est un peu le même principe. Tu as un local avec des mini-espaces ou des sous-espaces dans un local. Est-ce qu'il est vraiment optimisé? Tu sais, ça va dépendre de ton service. Si tu dis, moi, mes ressources, j'ai 5 sous-locales ou j'ai 5 chaises, puis ils sont ouvertes de 8 heures le matin à 8 heures le soir, puis sont toujours utilisées,
je pense que tu peux dire, je pense que je me sens relativement confortable avec mon utilisation. Je te dis non, j'ai 20 ressources qui se partagent 5 chaises ou 5 espaces, mais des fois, mes espaces sont libres pendant 12 heures dans une possibilité de 40 heures. Bien là, je pense que ça fonctionne pas. Fait que, tu sais, c'est un peu comme céduler une machine. C'est le même principe pour moi. Fait que je pense que je regarderais ça et dire voici le nombre d'espaces ou le nombre de ressources que j'ai, puis est-ce que je l'optimise dans le temps? Est-ce que tu as des ressources, par exemple, qui pourraient faire un service? Ça se peut que tu aies une ressource, hey, moi, travailler de 5 à 8 le soir ou de 5 à 9, ça me plaît en tant que provider de service. En 2024, pas beaucoup. Mais écoute, c'est peut-être quelqu'un qui fait du sport le jour ou qui a un autre, qui a d'autres choses qui pourrait le faire. Fait que ça, tu étends un peu plus tes heures, puis là, tu amortis ton local sur plus d'heures de service que tu offres. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Écoute, moi, je suis quelqu'un qui essaie d'avoir des services, puis moi aussi, je travaille de 9 à 5, puis des fois, c'est pas facile d'avoir des heures. Mais ça te permet, comment tu deviens... Dans mes équipes, il y a des gens qui veulent être flexibles parce qu'ils ont d'autres choses à faire dans leur vie. Ouais. Je pense pas que c'est impossible, mais c'est peut-être pas idéal. Bien, c'est parce qu'en fait, heureusement, avec la COVID, il y a eu l'impact positif du travail à distance. Ouais. Ce qui fait en sorte que la clientèle de n'importe qui fait du service peut être disponible, cette là peut être disponible plus facilement dans des plages horaires non traditionnelles, c'est-à-dire de jour. Dans le fond, historiquement... Pendant qu'ils sont supposés travailler ou... Non, parce qu'ils ont la flexibilité de la part de leur employeur. De dire, moi, je suis allé voir mon physio, je suis parti là, de 1 à 2. Puis dans le fond, moi, je vais travailler de 5 à 6. Puis après ça, même faire des heures, là, c'est pas quelque chose qui va, dans le temps, qui va faire du sens pour bien des jobs. Avoir des résultats, ça va faire de plus en plus de sens pour bien des jobs. Et on peut en parler, parce que moi, je suis super intéressé à ça, parce que si tu peux avoir les mêmes résultats en 5 heures, ça veut dire qu'en tant qu'employeur, tu peux m'en donner plus sur 8. Oui. Tu sais, si je te paye comme un high performer, je te paye comme quelqu'un qui est capable d'en livrer plus que la moyenne des gens qui offrent le même travail ou le même service, pourquoi, en tant qu'employeur, je pourrais pas m'attendre à ce que tu sois capable d'en offrir plus pendant 8 heures? Bien, tu sais, dans l'industrie du knowledge, les avocats, les notaires, compagnie, c'est peut-être possible. Parce que tu as une façon de scaler. C'est pas nécessairement du 1 à 1. Souvent, tu fais du B2B. Dans des entreprises de santé où tu fais du 1 à 1, là, ça devient impossible. Tu sais, en physio, il y a 2 façons d'augmenter le rendement. Pas le rendement. Il y a 2 façons d'augmenter les revenus. C'est de voir plus de monde dans la même plage horaire ou de charger plus cher. C'est tout. Historiquement, ce que les cliniques de physio ont fait, c'est d'augmenter le nombre de personnes dans une même plage horaire. Donc, au lieu des rendez-vous de 60 minutes, tu es rendu à un rendez-vous de 45 minutes ou 50 minutes. Oui, ou bien dans 1 heure, je vois 4 personnes. Dans une place à air ouverte. Pour le même fournisseur? Tu as un professionnel qui est dans un gym à air ouverte. Il y a 4 personnes qui rentrent, puis dans le fond, il est plus dans un rôle de coach. Oui, si tu payes le même tarif, ou même peut-être que tu payes un petit peu moins cher, parce que tu billes de l'heure, mais il y a de moins en moins de professionnels qui veulent offrir ça comme service. Un service... C'est moins personnalisé aussi. Oui, un service qui roule, où j'ai pas vu mon patient longtemps. Puis là, évidemment, c'est sûr que si tu veux offrir un service personnalisé, comme tu le dis, si j'ai vu mon patient 5 minutes sur l'heure, parce que j'ai 4 personnes à gérer, là, j'ai quelqu'un qui pleure parce qu'il a mal au dos, mais c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui vont subir les conséquences de ça. Fait que c'est l'optimisation des ressources en physio, pour moi, ne peuvent pas passer par voir plus de monde dans le même temps. Non, mais ici, là, tu y vas vraiment parce que là, tu as un professionnel, mais tu as aussi, tu sais, comme tu parlais au début, tu as un local qui est ta deuxième dépense. Oui, 100%. Ce local-là, il peut t'optimiser sur le temps. Bon, mais là, dans le fond, c'est que là, ce local-là peut optimiser sur le temps. Mais il y a une rareté de main-d'œuvre. Fait que là, tu ne peux pas nécessairement toujours l'optimiser. Mais je serais curieux de savoir si est-ce que tes patients seraient prêts à payer un peu plus cher, mais pour avoir un rendez-vous à près 6 heures le soir. Est-ce que ton professionnel serait prêt à te dire, hey, au lieu de te payer X, t'es payé X plus, mais parce que tu offres des disponibilités en dehors des heures, mettons, normales de bureau de 8 à 5, 9 à 5, 9 à 6. Tu as raison. Là, ça voudrait dire d'écouter le marché, la demande du marché. Mais notre professionnel nous défend de faire ce genre de choses. L'ordre d'offre. Tu ne peux pas avoir des prix dynamiques d'une certaine façon. Tu ne peux pas avoir des prix qui changent. Il faut que j'ai un prix qui est pour mon service.
Fait que j'ai pas le choix de niveler par le haut, dans le sens où... si je Tout le pense- monde devient plus cher. Parce que là. malheureusement, Ouais. ben oui, parce que sinon, il y a une période de la journée où l'entreprise n'est pas rentable, tu sais. Ouais. Fait que... Parce que le professionnel, lui, s'il doit faire des heures qu'il ne veut pas faire, ben c'est n'importe qui dans la vie, là. C'est un trade-off, tu sais. Ouais. C'est n'importe qui dans n'importe quel job. Il y a des choses que j'aime moins, mais pour mettre un plaster sur qu'est-ce que j'aime moins, je vais être correct si je fais plus d'argent. Mais prends-le, écoute, ta gestionnaire d'entreprise. Aujourd'hui, tu le payes ton professionnel, right? Le professionnel n'est pas payé par le patient directement. Il est payé par l'entreprise. Donc, est-ce que toi... Employé. C'est ça. Est-ce que toi, en tant que gestionnaire d'entreprise, tu es prête à offrir plus au niveau horaire à un employé qui pourrait, par exemple, travailler dans des heures différentes? Tu sais, je prends l'exemple, là, dans les produits, c'est ton loss leader. Sais-tu quoi? Parce que moi, je vais être capable d'offrir des heures, mettons, jusqu'à 9 heures le soir, je vais prendre un exemple ici. Bien, cet employé-là, ce professionnel-là, je vais lui offrir un peu plus de l'heure pour le motiver parce que lui, il va trouver ça intéressant. Puis, sais-tu quoi? Il va peut-être trouver ça le fun aussi parce que le jour, c'est un gars qui aime ça courir, faire du vélo, faire du ski, puis il est capable de faire les deux dans sa vie. Hey, Yvan, moi et mes collègues écoutent notre podcast, hein? Tu viens de me mettre dans le trouble parce qu'on va certainement m'en parler, de payer plus cher pour des heures, mais honnêtement... Oui, mais tu maximises ton local. Ouais, il y a un calcul à faire là, c'est par rapport à c'est ça. pas, Là. c'est pas une mauvaise... ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Écoutez tout le monde. On va en parler en réunion de direction. Mais dans un monde parfait, tu sais... Oui. Tu as des gens qui veulent faire ces heures-là, tu as des gens qui veulent faire d'autres types. Parce qu'en fait, dans des équipes, dans des plus grandes équipes aussi, tu as toutes sortes de monde, Oui. qui ont toutes sortes d'occupations. Je pense que tu as des tendances. De façon générale, travailler le samedi, il n'y a plus beaucoup de gens qui aiment ça. Puis moi non plus, j'aime pas ça travailler le samedi. Fait que je comprends le monde qui aime pas ça travailler le samedi. Puis... Mais je pense qu'il y a une différence entre travailler samedi ou travailler, mettons, un lundi de 3 à 7 au lieu de 9 à 5. 100%. Écoute, c'est pas une idée folle. Je vais peut-être le couper au montant. Mais non. Non, mais je trouve ça intéressant d'avoir des conversations comme ça parce que ça fait penser à des trucs que des fois je pense pas nécessairement d'emblée. Mais oui, écoute, c'est des bonnes idées. C'est des bonnes idées. Je sais pas pour tout le monde, mais oui. Écoute, optimiser l'espace, optimiser. Comment on fait pour savoir de combien d'espace on a besoin? Peut-être dernière question sur laquelle on peut surfer un petit peu. Là. Je me pars en affaires dans une entreprise de service. Jusqu'où il faut que je planifie ma croissance future? Comment est-ce que c'est possible de le faire? Puis de se dire, hey, ça me prend un local de X nombre de pieds carrés parce que moi, dans 4 ans, je me vois là. Ah, je pense que non. Je pense que c'est beaucoup regarder 4 ans, hein, voir où Oui, tu vas ou être. dans 2 ans. Ou, Ouais. tu sais, parce que là, dans le fond, l'espace dans une entreprise de service, ça peut venir limiter ta croissance. Ouais. Des fois, il y a comme, il y a une limite avec laquelle tu peux jongler avec l'espace que tu peux avoir là, dans ton local, par exemple. Puis, fait que, est-ce que c'est mieux de partir plus petit puis d'avoir le problème, d'avoir un beau problème de manquer d'espace, ou de te dire, ben, je vais le planifier un petit peu pour. Ben, où l'équilibre Je pense que là-dedans? tu vas le planifier un petit peu, mais ça dépend aussi c'est quoi le marché de l'immobilier, c'est quoi le marché dans la location. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus facile que ça était il y a 5 ans de dire hey, aujourd'hui, là, si je trouve un beau local, même s'il est 2 fois plus gros que ce que j'ai besoin pour partir, je pense que je suis prête à le payer. Mais tu sais, comme je pense que c'est vraiment une mathématique. Est-ce que c'est mieux d'en avoir un deuxième, pas très loin d'où ce que je suis, mais qui va quand même étendre mon marché pour me permettre d'aller chercher d'autres clients? Mais là, ça veut dire, ouais, mais Yvan, tu as quand même besoin d'un overhead de quelqu'un de l'administration qui va gérer les rendez-vous. Mais tu sais, je prends l'exemple de mon barbier. Mon barbier, il y a une personne qui gère les rendez-vous pour 6 différents locales. Okay. Fait qu'il y a des façons, je pense quand même, que tu peux avoir des ressources communes qui te permettent de gérer ça. C'est ça au barbare, toi? Ben oui, je vais Ben m'en là, faire. et voilà, Mathieu, écoute, on va évidemment! faire une plug pour Mathieu et les barbares. ouais, là, Et voilà, tu sais, avec nos 250 000 auditeurs, Exact! on va leur amener bien de la business. Mais oui, ben là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, là. Ça m'a fait penser peut-être un gars de Saint-Rose en ce moment. On va faire de l'entreprise locale, on va continuer l'entreprise locale. Fait que merci à Oregon, merci aux barbares de nous garder beaux. Oui! On me trouve toujours plus beau quand je sors de là. Puis c'est bon, là, c'est flatteur parce que des fois, tu te regardes dans le miroir, ça fait du bien là, de flatter notre ego positivement. Ouais. Puis écoute, on va remettre ça, Yvan, parce que c'est une conversation bien intéressante. Good. Puis là, on a beaucoup de trucs à rediscuter. Puis je trouve ça bien le fun, je sais pas toi, mais on va rejaser de ça
Écoute, on va peut-être avoir un petit Prochainement. feedback, on aura d'autres sujets qu'on pourra 100%, approfondir 100%, avec les écoute, auditeurs. On va se faire une mini-série. Là. Fait que, gros merci, Yvan, d'avoir été là ce soir pour jaser avec moi. Puis je pense que le sujet va trouver preneur en termes d'auditeurs et des gens qui trouvent ça pertinent comme Super. conversation. Merci Good. beaucoup. À la prochaine. Bonne soirée. Bye. Merci d'avoir écouté Élever la physio avec moi-même, François Grégoire. Viens me jaser de mon contenu et d'idées de sujets @physiofrankie sur Facebook, Instagram ou par courriel françois@mouvementphysio.com. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.